s'il vous plaît. Donc, c'était annoncé le prix Archambault. Donc, il n'y aura pas de prix Archambault et on va vous expliquer. Donc, on a avec nous, je vais laisser Raymond Sajou de l'ISIL vous raconter l'histoire. Non, je ne vais pas vous raconter une histoire. Nous allons profiter de la présence du directeur général de l'ENSAIA Nancy, pour qui, en quelques minutes, vous raconte effectivement les raisons pour lesquelles, depuis 2 ans, le MSMIP n'a pas ouvert, et notamment cette année. Donc, on ne va pas faire un roman, ça ne présente pas beaucoup d'intérêt, mais simplement vous donner les raisons, et c'est effectivement M. Guido Richel qui va vous donner cette information, et vous dire que demain, on a une journée très importante avec la profession pour examiner quelle formation laitière de haut niveau est souhaitée par la profession. Voilà, merci. En fait, voilà. Donc, bonjour à chacune et chacun. Donc, simplement quelques mots pour vous donner l'actualité du master spécialisé MIP, donc autour du management des performances industrielles des industries laitières. Donc, c'est un master spécialisé qui a vu le jour il y a donc 6 ans. Et puis qui a bien fonctionné pendant 4 années. Et donc, il y a plusieurs d'entre vous, quelques-uns au moins, qui ont suivi cette formation. Puis j'ai eu l'occasion tout à l'heure d'échanger avec le monsieur tout au fond, voilà. Et puis moi-même j'ai repris la direction de l'ENSAIA en mars 2017. Et puis assez vite j'ai demandé la mise en place d'un comité de pilotage puisque c'était marqué dans nos statuts. Donc l'ENSAIA est co-accrédité avec AgroSubDijon qui est porteur donc de ce master spécialisé. Et puis, suite à plusieurs sollicitations, nous avons mis en place un comité de pilotage pour effectivement définir la stratégie pour les années à venir. Et puis, il se trouve que suite à ce comité de pilotage, en fait, il y a eu une décision à un moment donné unilatérale de notre partenaire de Dijon de ne pas ouvrir à la rentrée 2017. Et du coup, on n'était pas d'accord, bien évidemment, avec cette position, on va dire, unilatérale. Et puis, on s'est retrouvé au printemps de cette année pour effectivement relancer le processus pour la rentrée 2018. Et nous avions convenu d'une date, le 28 juillet, en disant si le 28 juillet on a suffisamment de candidats, on ouvre pour la rentrée à venir. Et sinon, on n'ouvre pas. Et puis le 28 juillet, il n'y avait pas suffisamment de candidatures. Par contre, donc très vite, si vous voulez, donc AgroSubDijon a effectivement indiqué que le master n'ouvrirait pas. Mais il se trouve que début août et tout au long du mois d'août et début septembre, j'ai eu plusieurs échanges avec des industriels qui trouvaient qu'au contraire, les dossiers étaient en cours de finalisation et qu'on allait avoir les candidats fin août. Et ça s'est passé ainsi. Donc fin août, nous avions le minimum de 8 candidats nécessaires. Et donc j'ai demandé à ce que AgroSubDijon revienne sur sa décision. Ce qu'AgroSubDijon n'a pas voulu faire. Voilà. Et du coup, il y a une forme de difficulté actuelle entre l'ENSAIA et AgroSubDijon sur cette question-là, du fait simplement que nous souhaitions ouvrir, puisque nous avions au final les 8 candidats. Nous avions un décalage d'1 mois au niveau de la décision administrative initiale, c'est vrai. Mais il faut savoir que dans l'administration, au mois d'août, enfin vous le savez peut-être, il n'y a pas tant de choses que ça qui se passe. Voilà. Et du coup, on va travailler demain avec des partenaires professionnels, avec des partenaires académiques, pour voir quelle suite donner à cette formation MS-MIP. Alors il est évident que moi, de mon point de vue, et je l'ai dit aux collègues de l'IESIL, moi ma logique elle est constructive, mais effectivement il faut bien qu'on identifie ce que les professionnels souhaitent, ce dont ils ont vraiment besoin, et c'est sur cette base-là qu'on travaillera la suite du projet. Voilà, c'est simplement quelques informations pour que vous ayez tous le même niveau d'information. Et donc, on va travailler demain sur la manière d'avancer sur cette question potentiellement importante. Voilà, merci. Merci. On va reprendre. Benoît, vous souhaitez dire quelque chose? Non, si ce n'est que la formation reste un élément important pour nos entreprises, pour les talents qui nous rejoignent. Donc je pense qu'on doit tous aider à ce que cette formation puisse continuer. Voilà. Donc merci Benoît. Dans le programme, donc on avait prévu de commencer par Tetra Pak, mais comme ils sont déjà installés, excusez-moi, on va commencer avec Siemens. Donc on a changé au dernier moment. Et donc si vous pouvez prendre place, il y a encore 2 chaises.
Oui, vous pouvez prendre place. Donc là, on reprend les travaux et pour être encore plus technique, avec le témoignage de l'entreprise Siemens. Donc on a beaucoup parlé de données, du management des données. S'il vous plaît, c'est très agité. Donc, s'il vous plaît. Donc on va parler de management des données qui est au cœur du sujet. Et on a deux intervenants de Siemens qui interviennent. Zietchek Ron, responsable de la branche agroalimentaire chez Siemens France, et Eric Delacour, responsable des grands comptes IAA chez Siemens. Juste après, on aura un témoignage donc, de Xavier Texier, qui travaille chez CFR après avoir travaillé chez Bell, donc, et une mise en pratique de tout ce qu'on a vu ce matin et cet après-midi aussi. Merci. Bonjour à toutes et tous. Nous allons au cours de notre présentation, nous ferons le constat du marché, notre constat, nous, Siemens. Nous en tirerons des attentes et nous vous présenterons les solutions que nous pouvons vous proposer dans cette thématique de l'advanced manufacturing et des smart data management. Alors le constat, on l'a tous déjà, il a été présenté ce matin à diverses reprises par les différents intervenants. La qualité, bien sûr, c'est un objectif essentiel dans beaucoup d'industries, mais encore plus dans l'industrie agroalimentaire. La pression sur les coûts ne cesse d'augmenter, donc c'est un point très important pour l'activité. La demande des consommateurs évolue en permanence vers aussi de plus en plus de données. On parlait d'Yuka ce matin. Effectivement, dans notre vie quotidienne, on est tous amenés à chercher de l'information sur le produit. Donc c'est à prendre en considération également. Il y a la conquête de nouveaux marchés. La conquête de nouveaux marchés qui nécessite aussi de pouvoir respecter des législations qui sont différentes de celles qu'on peut avoir en France ou en Europe. Et puis les marques, puisqu'il y a quand même un effet de marque dans l'agroalimentaire laitière. Les marques sont amenées à étendre leur offre, à avoir besoin d'étendre leur offre, à élaborer des nouvelles recettes. Donc là, on rentre vraiment dans l'aspect produit et à imaginer des nouveaux packaging pour attirer ou pour fidéliser le client. Et puis bien sûr, cette semaine, il y a eu la réunion de la COP24. Certains intervenants en ont parlé. Nous ne pouvons pas ignorer les contraintes environnementales dans notre démarche. Alors les industriels, beaucoup d'entre vous, ont des attentes fondamentales, ont des défis à relever. Et la digitalisation apporte de nouvelles opportunités, mais qui nécessitent, et c'est ce qu'on veut travailler et ce sur quoi on a travaillé, plus de performance pour réduire les temps de mise sur le marché d'un nouveau produit, plus de flexibilité au niveau des outils de production, au niveau des installations, la qualité, mais là la qualité dans le sens de fidéliser le client, et une efficacité croissante, toujours pour réduire les coûts de production. Et tout ceci se fait dans un environnement informatique qui doit être sécurisé. Donc voici les thèmes sur lesquels on se propose de vous présenter nos solutions. Alors Siemens, peut-être pour vous, est une marque qui représente autre chose que de l'informatique. C'est vrai que nous sommes plutôt connus pour nos systèmes d'automatisation, pour nos composants d'électrotechnique. On est au cœur de vos machines, on est au cœur de vos installations. Mais vous n'êtes pas sans savoir que nous avons fait d'énormes investissements ces 10 dernières années pour étendre notre offre de solutions vers des solutions digitales. Donc on est capable aujourd'hui de vous proposer une offre holistique de solutions digitales adressant la totalité de la chaîne de valeur que vous voyez ici. Cette offre s'adresse aux clients finaux, mais également à vos fournisseurs, équipementiers, constructeurs de machines.
Je vais laisser la parole à Zied qui va vous donner un aperçu de notre offre. Merci Eric. Donc sur l'ensemble en fait de la chaîne de valeur qu'Eric vient de montrer, il y a une notion primordiale, essentielle en fait, qui va se répéter tout le long de la chaîne, surtout sur les différentes étapes. Alors la première étape en fait, dans l'étape de conception de la genèse en fait d'un nouveau produit. Oui, d'accord. Ok. Dans la phase en fait de genèse d'un nouveau produit avant son lancement sur le marché, il faut concevoir, il y a principalement 3 étapes que vous connaissez tous. Il y a l'étape de la formulation, donc identifier la formule qu'on veut appliquer. Donc par rapport à ce que vous êtes en train de regarder sur la vidéo, je vous assure que Siemens ne veut pas se lancer dans la production de smoothies protéiniques. Mais bon, voilà, c'est pour illustrer un peu la présentation. Donc la phase de formulation, la phase de la création d'emballage, de la validation de l'emballage et la phase de l'illustration de l'étiquette. Alors ces 3 étapes font partie donc de la genèse de l'idée d'un nouveau produit. Généralement, elles se font par 3 équipes qui sont complètement indépendantes. Mais qui sont appelés néanmoins sont amenés à communiquer entre eux, à échanger des informations. Et il faut dire que cet échange d'informations ne se fait pas toujours d'une façon optimale. Alors, le but en fait du jumeau numérique, c'est de travailler en fait sur ces 3 aspects, sur ces 3 briques, sur la même plateforme, de pouvoir interagir au sein de cette plateforme afin de garantir en fait la cohérence des informations entre les différents intervenants. On parle là d'un jumeau numérique produit. Le jumeau numérique du produit va nous permettre en fait de modéliser, va nous permettre de simuler et de vérifier les 3 étapes que je viens de dire, donc la formule, les propriétés mécaniques de l'emballage et aussi l'étiquetage en fait du produit. Alors, une fois que les idées ont été claires au niveau du produit, on peut réfléchir maintenant, passer à l'étape suivante, c'est la planification de la production. Alors, généralement, on va rajouter une ligne dans une usine existante, et là, il y a un tas de questions qui vont commencer à fleurir. La première question va être: est-ce que j'ai assez d'espace dans mon usine pour installer cette nouvelle ligne? Est-ce que cette nouvelle ligne va permettre d'atteindre les cadences que je veux atteindre? Est-ce que l'opérateur aura assez de place, ergonomiquement parlant, pour pouvoir faire les opérations d'une façon fluide? On peut aussi réfléchir à faire des simulations de scénarios, des scénarios d'arrêt, par exemple au niveau d'un moyen de production, et de voir aussi l'impact que ça peut ramener sur la totalité de la production. On peut même réfléchir, là vous voyez sur la vidéo, sur le corps même par exemple des cuves, et regarder l'interaction mécanique et aussi l'interaction physique en fait des ingrédients entre elles, optimiser en fait le mixage dans cet exemple, ou bien tout simplement optimiser les différents shifts qu'on peut avoir dans une usine afin d'optimiser l'approvisionnement, afin d'optimiser donc la supply chain en fonction des moyens qu'on possède. Alors, une fois qu'on a réussi à faire ça, on possède donc un jumeau numérique du moyen de production. Donc grâce à ce jumeau numérique du moyen de production, on peut concevoir, simuler, valider et optimiser la production. Ce jumeau numérique va nous permettre aussi de commencer à générer du code automate afin de faciliter la mise en service par la suite. Il va aussi permettre de valider ce programme automate par une mise en service virtuelle. Alors, on commence à faire de la mise en service virtuelle alors qu'on n'a pas encore de tableau électrique, qu'on n'a pas encore de machine qui est créée. On est toujours au niveau du soft jusque-là. Donc ça, c'est le deuxième niveau.
une fois qu'on a planifié notre production, on peut se lancer dans la production réelle. Et là, on retrouve un peu le monde qu'on connaît, que vous connaissez tous, qu'on maîtrise tous, qui est la partie automatisme, entraînement, etc., planification de la production. Tout ça, c'est bien beau, hein. J'ai vu dans des présentations ce matin, ça correspond à la troisième révolution industrielle, donc l'industrie 3.0. Très bien. Par contre, il y a quelque chose qui n'est pas maîtrisé, c'est la quantité de données qu'on peut récupérer à partir des moyens de production. Cette quantité de données, on l'utilise parfois, on l'utilise pour faire des indicateurs, des OI, des TSR, etc. On peut les utiliser par exemple aussi pour faire fonctionner des systèmes de gestion d'opérations, donc les systèmes MOM ou MES. On peut aussi maintenant les utiliser pour faire de la data analytics et d'en ressortir des informations ou bien des thématiques qui sont complètement nouvelles. Alors, toute la partie en fait liée à ces données-là, à l'utilisation de ces données, c'est ce qu'on appelle en fait le jumeau numérique de la performance. Alors, là, on est dans le réel. Donc, finalement, on se retrouve avec trois jumeaux numériques qui viennent donc du monde de l'IT. Donc, le jumeau numérique du produit, le jumeau numérique du moyen de production et le jumeau numérique de la performance. Et autour de ça, on a la production réelle. Alors, comme vous voyez donc sur le slide, ces quatre blocs vont interagir les uns avec les autres. Donc, ça ne sera pas figé une fois que le projet sera en marche. Ça sera pratiquement une boucle infinie. Dans laquelle chaque jumeau numérique va interagir avec les cases adjacentes. Alors, dans le cas idéal, toutes ces cases ou bien tous ces jumeaux numériques sont sur la même plateforme collaborative qui va garantir en fait une cohérence entre les données. Il va garantir aussi le versionning des différents jumeaux numériques et le versionning aussi des programmes automates qui sont dans la production réelle. Un point qui est très important maintenant, c'est l'interaction des jumeaux numériques. Comme j'ai dit, ça vient du monde de l'IT, avec la production. Donc on fait interagir des moyens de production, donc du shop floor, avec du monde IT. Ces transferts de données doivent se faire dans un cadre sécurisé. Donc l'aspect cybersécurité là prend toute son envergure. Il faut faire attention à ce point-là. Et là, à ce point, je vous conseille fortement de regarder ce qui a été fait par certains organismes. Notamment ici, je mets le logo de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui a des préconisations au niveau de la sécurité des systèmes informatiques, même aussi au niveau du shop floor, pas seulement au niveau de l'IT. Donc c'est quelque chose de nouveau qu'on voit émerger maintenant. Et donc lorsqu'on commence à travailler dans un système sécurisé, on peut donc ramener des données qui viennent du produit ou bien de la production réelle vers les jumeaux numériques, ce qui permet de réaliser une analyse de la performance. Et en retour, puisque ça continue à vivre, les jumeaux numériques permettent d'injecter des améliorations continues dans la production et permettent de s'approcher au mieux en fait d'un produit idéal. Alors, il y a un point important que je voudrais adresser, c'est la partie IoT. J'en ai parlé un peu dans le jumeau numérique de la performance. Maintenant, on parle de l'IoT, donc Internet of Things, Internet des objets. On parle aussi de l'IIoT, donc l'Internet des objets industrialisés. Dans ce cadre, chez Siemens, nous avons conçu une plateforme basée cloud qui s'appelle plateforme MindSphere. Dans cette plateforme, alors, c'est quoi la proposition de cette plateforme? Tout d'abord, collecter les informations de vos moyens de production, les collecter de façon sécurisée. Alors, après la collecte des données, il y a la plateforme MindSphere offre aussi la possibilité de créer des applications. Ces applications sont basées sur des algorithmes d'analyse de données, sur de l'intelligence artificielle, et qui vont permettre en fait de tirer des conséquences. Là, j'ai mis quelques exemples de cas d'utilisation. Donc, la maintenance prédictive qu'on a entendu ce matin,
Ça peut être aussi donc un cas pour MindSphere, l'analyse des actifs, surtout lorsqu'on parle de gestion multisite, de moyens de production qui sont éparpillés, la comparaison entre les sites de production. Et aussi, le troisième exemple, c'est la transparence des opérations. Et là, on touche sur des aspects qui sont plutôt, on va dire, financiers, de coûts. Ça peut être les coûts énergétiques, par exemple. Donc, avec cette plateforme, nous avons là donc la possibilité de vous offrir une ouverture vers l'Internet des objets et de connecter donc vos moyens de production vers de l'intelligence artificielle et vers l'analyse des données. Alors, je redonne la main à Eric en lui posant la question, comment Eric, tu vois les choses en fait au niveau de l'industrie laitière? Effectivement, cette plateforme MindSphere, c'est l'architecture, c'est l'infrastructure qui permet cette continuité numérique. Et comme l'a expliqué Zied, va vous apporter, depuis la collecte des données sécurisées, et il est très important aujourd'hui d'avoir ces données sécurisées, d'utiliser des outils d'analyse et de simulation qui vont permettre des recommandations afin d'améliorer vos équipements, vos processus, pour tendre vers l'efficacité maximale du process, tirer toute la quintessence de vos équipements. Va vous donner aussi une visibilité sur vos consommations énergétiques et donc sur les optimisations possibles. Donc c'est ce qu'on appelle, de cette façon en fait, c'est ce que l'on appelle la transformation des données en valeur ajoutée. Donc cette continuité numérique est quelque chose qui nous semble chez Siemens très importante depuis le shop floor jusqu'à l'analyse et les outils d'intelligence artificielle. C'est ce qu'on appelle du big data au smart data, puisque l'on utilisera en fait les données qui auront vraiment du sens et on ne collectera pas de la donnée pour collecter de la donnée et pour stocker sur une plateforme cloud des données qui ne seront peut-être jamais utilisées. Maintenant, regardons les clés de succès d'un projet de digitalisation. Il est clair que les dirigeants d'entreprise vont regarder déjà les gains économiques, ce qui est normal. Il y a un investissement derrière, il y a un risque, mais la digitalisation avec l'offre que l'on propose, elle permet de casser les silos dans l'organisation de l'entreprise et de renforcer la collaboration entre les services. La démarche digitale, ça c'est un retour d'expérience que l'on peut partager. Elle doit être au cœur de la stratégie de l'entreprise. Et elle doit aussi s'intéresser au changement humain que ça génère. Parce que si on n'accepte pas cette gestion du changement, il y a peu de chances que la démarche digitale puisse s'installer et réussir. Les projets engagés, puisqu'on va commencer par des POC, hein, on passe par des preuves de concept, il faut néanmoins que tous ces projets s'inscrivent dans un plan directeur. Et que ce plan directeur et que ces projets répondent aux valeurs attendues de l'entreprise. Donc la question qu'on se pose et ce sur quoi on peut vous accompagner en termes de maturité digitale dans l'industrie laitière, avec notre activité et notre département informatique, je vais l'appeler comme ça, qui déploie en fait ces solutions de conception du produit, de traçabilité, de conception du moyen de production. Nous sommes en mesure de réfléchir avec vous et de déléguer des consultants pour vous accompagner dans cette digitalisation. Donc on n'a pas volontairement nommé les logiciels qui peuvent vous accompagner à chaque étape pour ne pas alourdir la présentation. Merci pour votre attention. Merci. J'ai envie de vous proposer qu'on continue avec Xavier Texier de façon à après regrouper des questions, puisque vous venez un peu en témoignage de la présentation de Siemens. Donc on va voir comment ça se passe dans l'industrie laitière, avec un témoignage donc de
Xavier Texier, qui est responsable technique et ingénierie industrielle chez CFR, en poste depuis 6 mois après avoir travaillé chez Bell. Et donc il est ici à la demande de Benoît. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Benoît. Je trouvais que c'était pertinent de l'avoir aujourd'hui, donc je le remercie d'être venu. Voilà.